Bienvenue à cette table ronde à l'occasion des 25 ans de la maison d'édition du Diable Vauvert. Et pour cette table ronde, nous serons avec Marion Mazouric, l'éditrice de la maison, et accompagnée de 3 de ses auteurs. Alors on a Nicolas Martin, auteur récemment de Fragile. Après on a Christophe Siebert, auteur de Métaphysique de la viande et surtout du cycle de Mertweg-Gorod, au diable. Et puis Patrick Dudny, auteur du cycle de l'enfant de poussière. Hop. Ok. Donc, déjà, bravo pour ces 25 ans d'édition, très réussi. On va commencer un peu par parler, revenir aux origines de la maison. Donc Marion, peux-tu un peu revenir sur les origines de la maison au Diable Vauvert, le pourquoi et le comment pourquoi le Diable Vauvert a été fondé? Alors pour revenir à l'origine des origines, moi j'ai été étudiante en édition après avoir fait des études de lettres, etc. Au moment où les formations d'édition commençaient à se créer, et en particulier par un homme qui était extraordinaire, qui s'appelait Jean-Marie Bouvet, et donc qui est mort d'un cancer il y a maintenant 20 ans, je crois, à peu près, 15-20 ans. Et c'est lui qui a créé les premières formations d'édition. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais fait la MST édition, ça ne s'appelait pas encore un master. Donc, je vais vraiment aux origines, parce que ça, je crois que je n'ai jamais raconté. Oui. Et Jean-Marie Bouvet avait écrit... Donc, c'était un prof extraordinaire, et on était dans les années... 80, je crois que c'était en 85 en fait. Donc vous voyez, ça nous ramène à une époque que vous n'avez pas connue tous. Ici dans la salle, personne est assez vieux pour avoir connu ça. Et dans les années 85, Bouvet avait écrit déjà un premier livre sur l'édition, ce métier. À l'époque, ça ne s'apprenait pas. On devenait éditeur en étant fils d'éditeur. Et c'était quelque chose, de la même façon que l'écriture, ça ne s'apprenait pas. On n'apprenait pas l'édition. Et il avait en particulier écrit un autre livre sur la concentration éditoriale. Et c'est le premier, en fait, dans les années 85, fin des années 80, qui a montré comment... Alors, à l'époque, c'est la Générale des Eaux qui rachète Editis, enfin, ce qui deviendra Editis, c'est-à-dire le groupe de la Cité. Et on voit arriver, et puis achète, évidemment, c'est-à-dire Lagardère, qui rachète Matra, donc qui rachète le groupe Hachette, qui était un groupe indépendant. Et lui, de façon prémonitoire, annonce donc la concentration éditoriale et l'arrivée du capital industriel dans l'édition. Donc les premiers cycles, les premières entreprises, c'est la Générale des Eaux, et c'est Lagardère avec Matra, donc qui rachète Hachette. Et il annonce complètement le mouvement de concentration et la transformation d'une édition française qui est une édition familiale, avec des grandes dynasties familiales, que ce soit évidemment la famille, par exemple Jean-Claude Fasquelle, qui est fils du fondateur des éditions Grasset, les familles Flammarion, les familles Gallimard, évidemment, mais Lafon, enfin bon, vous les connaissez aujourd'hui, puisque les maisons portent encore leur nom, même si elles ont été intégrées dans les groupes. Et donc moi, je suis étudiante en édition dans ce moment-là. Et bon, j'ai une autre particularité, c'est que je ne suis pas parisienne, donc je ne suis pas d'une famille d'éditeurs, je suis d'une famille de profs, communistes d'ailleurs, et voilà, qui m'ont doté d'un peu de culture marxiste et d'esprit critique, et surtout d'une sensibilité quand même au capital, à comment fonctionne le capital. Et donc je fais mes études d'édition, j'intègre... je commence... je suis aussi provinciale, donc je ne suis pas parisienne, je suis provinciale, c'est-à-dire du Sud, ce qui va compter dans l'histoire de la création des éditions au Diable Vauvert. Et très vite, je passe les détails, mais j'arrive dans le groupe Flammarion aux éditions J'ai lu. Donc là, je publie des éditeurs de poche. Je découvre auprès de Jacques Sadoul l'univers des pop cultures et des contre-cultures que je connaissais évidemment parce que j'avais beaucoup lu, mais qui était pour moi d'abord un jardin un peu, on va dire, secret, c'est-à-dire
une culture transgressive qui était très liée à la BD. Donc la BD m'a beaucoup formée en science-fiction et dans les littératures de genre, parce que je suis d'une génération où la BD française est née, et ma génération, on a eu la chance de tout lire à travers le développement des supports à suivre qui ont explosé à ce moment-là. Donc vous pouviez lire toute la BD qui sortait à l'époque de son expansion entre les années 80, 90. Enfin, vous vous rendez compte, c'est énorme ce qui se passe à ce moment-là du point de vue de la BD francophone. Donc c'est Sadoul qui me remet en place toutes ces contre-cultures et qui m'explique le chaînon manquant que j'avais pas eu dans mes études et pas non plus dans ma famille. Le punk aussi, très important quand j'ai 17 ans, vient me sortir de l'académisme. Bref, c'est chez J'ai lu que je découvre des très grands écrivains comme Stephen King, et où je me dis mais comment ça se fait, comment j'avais parlé de lui dans mes études, parce que ce mec c'est puissance de Balzac, de Zola, de tout, et je comprends pas. Et donc c'est lui qui m'explique l'ostracisme et le mépris de classe en fait qui entoure toutes ces cultures, leur développement économique, comment elles se sont formées. Et donc la conjonction de tous ces éléments fait qu'à un moment donné, à 40 ans quand même, parce que ça a pris du temps, mais je décide de rentrer dans mon pays où entre-temps, c'est-à-dire le sud de la France, où entre-temps je me suis mariée et j'ai eu un bébé. Donc autant dire que je ne les vois pas parce que je travaille à Paris, donc tout en vivant dans le sud. Enfin bon, c'est un élément biographique mais qui comptera. Et donc, entre tout et tout, si vous voulez, à ce moment-là, il m'apparaît assez clairement que les espaces d'édition, donc je vois l'ostracisme qui entoure toutes ces cultures éditoriales et tous ces écrivains qui sont fondamentaux. J'ai découvert J'ai lu, par exemple, Octavia Butler, William Gibson, Stephen King, je l'ai dit, et puis James Monroe, et puis Kim Stanley Robinson, et puis tous les grands de la SF de cette époque. J'ai découvert aussi l'émergence d'une génération française qui arrive, avec en particulier Ayerdal, mais aussi Bordage, et puis tous les autres qui commencent à émerger au Fleuve Noir, et le mépris qui les entoure. Et je me dis en même temps qu'il faut une maison d'édition qui soit un peu comme le minuit des pop cultures pour publier les grands écrivains de ces cultures-là et les défendre comme des écrivains et pas comme des sous-auteurs de catégories populaires méprisables. Et en même temps que alors ce mouvement de concentration d'édition, évidemment, s'est amplifié. Et en même temps qu'il est important de créer en fait des espaces donc hors de Paris, décentralisés, indépendants, fonctionnant sur des valeurs différentes et résistant au monde concentré, donc qui arrive et qu'on voit évidemment dans ma génération très clairement. Pourquoi ? Parce que les écrivains l'ont déjà écrit, tout ça. C'est-à-dire que Norman Spinrad, Ayerdal, les écrivains de cette époque-là, Gibson, etc., ils sont en train d'écrire le capitalisme tardif tel qu'il va se développer et qui va arriver. Et c'est évident quand on a la culture politique de ces années-là. Et donc l'idée de créer des zones de résistance que Damasio va développer ensuite et va même théoriser, est déjà en cours. Un Ayerdal, par exemple, c'est à ce moment-là qu'il se bat pour créer le droit du cerf. Et c'est avec un avocat, Emmanuel Pira, qu'on va formaliser ces contrats qui vont servir de modèle au droit du cerf pour les éditions Diable Vauvert et qui seront nos premiers contrats. Donc on signera avec Ayerdal, avec Bordage, et ensuite avec tous les auteurs français. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de commencer à créer des espaces autonomes de résistance et qui soient autosuffisants, indépendants et autosuffisants. Et je dois avouer que l'autosuffisance en fait du Diable, qu'on a financé un peu comme une start-up pendant ces 10 premières années, c'est-à-dire en utilisant les moyens du capital, c'est-à-dire avec du capital mécénique qui nous a permis de financer des grosses traductions et en fait des éditions qui perdaient beaucoup d'argent, il faut le dire. Butler a perdu beaucoup d'argent pendant plus de 15 ans, Gibson coûtait une fortune, et sans compter David Foster Wallace, et sans compter Angela Davis, quand on a commencé, que tout le monde disait, mais Angela Davis, has-been, Slavoj Žižek, etc. Et donc, le fait d'être autosuffisant, en fait, c'est un peu maintenant que ça arrive, au bout de 20 ans, parce que pendant toutes ces années, et même aujourd'hui, ça reste quand même un sport de combat où on est toujours soumis à l'indépendance, à un prix assez cher l'équilibre économique. Enfin, vous savez, ça fait 25 ans qu'on expérimente une espèce de règle qui est mort en février, riche en septembre, mort en mars ou avril, sauvé en octobre, etc. C'est-à-dire que
il faut faire vivre une entreprise qui a dépassé le million d'euros à 10-15 ans, enfin qui a suivi une croissance continue, qui continue à croître, mais tranquillement, hein, sans volonté de croissance, mais seulement par le fruit de son fonds, etc. Et en fait, une entreprise, ça vit tous les mois avec, on en parlera peut-être, des mensualisations des auteurs, les salaires, les machins, avec des charges qui sont réparties sur toute l'année. Et votre chiffre d'affaires, il est comme ça. Et donc, c'est quand même il n'y a pas vraiment de confort et de sécurité dans l'activité. Mais quand même, au bout de 20 ans, il y a un fond, il y a tout ça qui fait qu'on atteint une certaine solidité, on va dire. Voilà. Pardon, on a été un petit peu longue. Non, pas de souci. Et qu'est-ce que ça a créé comme différence de fonctionnement, vraiment d'être en Camargue et pas centralisé à Paris? Alors le fonctionnement, je ne sais pas si on aurait... Je ne sais pas si Nathalie... elle est là dans la salle. Nathalie, qui est responsable commerciale du Diable depuis plus de 5 ans. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on fonctionnerait différemment si on était à Paris? Dans l'équipe, tu crois? Même dans l'équipe, on n'aurait pas la même... C'est vrai, remarque, tu as raison. Bon, après, dans l'édition, il y a quand même plein de gens à Paris qui viennent des écoles de province et tout ça. Il n'y a pas que des bourgeois dans l'édition à Paris. Il y a aussi les trimards, enfin, je veux dire, les salariés de l'édition qui ne sont pas forcément... Mais c'est vrai, tu as raison, on n'aurait pas la même équipe. Bon, déjà, parce que faire une maison d'édition qui a un peu un impact national, international... Je dis international parce qu'on a vendu beaucoup de droits étrangers, beaucoup de droits cinéma, et qu'on acquiert beaucoup d'auteurs étrangers. En Camargue, c'est vrai que c'est un peu... ça double quand même les... Par exemple, trouver une comptable spécialisée dans l'édition, ça c'est impossible. Donc c'est forcément, et je crois qu'au bout de 20 ans, on a enfin trouvé une personne, mais qu'on doit former, qui sera formée, qui ne connaissait pas du tout l'activité avant. Mais c'est vrai qu'il a fallu 25 ans pour avoir l'équipe qu'on a, qui est géniale. Mais dans cette équipe, par exemple, les plus anciens, Raphaël, Laetitia, enfin, ont tous été des stagiaires. C'est les meilleurs stagiaires qui sont restés, quoi, en gros. Et donc, il a fallu du temps pour constituer une équipe de professionnels. Mais c'est vrai que Nathalie a raison, elle n'aurait pas été la même à Paris, parce qu'on aurait peut-être eu des gens déjà formés par... ou comme aurait dit Sadoul, déjà déformés par l'édition parisienne. Et quelque part, ça a été une difficulté parce que avoir une équipe de super professionnels comme on a aujourd'hui, qui est vraiment peut-être la plus grande récompense de la maison, c'est le plaisir qu'il y a d'avoir 7 personnes qui sont... c'est un vrai bonheur de travailler tous ensemble. Mais vous allez en parler après. Je le dis, peut-être qu'étant à Paris, il y aurait eu une plus grande tentation de jouer le jeu des grands prix, des choses comme ça. Ah ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage et l'inconvénient, mais c'est le plus grand avantage, c'est le décalage du regard. Par exemple, au moment des Gilets jaunes, on l'a très bien vu. Chez nous, dans le Gard, tout le monde était Gilets jaunes. Et quand j'arrivais, quand j'ai dit on va faire un bouquin, il faut absolument donner voix, il faut donner trace de ce mouvement qui est historique et qui est politique et qui est très important. À Paris, mais d'ailleurs, très vite, au départ, moi, je voulais publier des Gilets jaunes, mais étant donné l'organisation et tout, ça émergeait pas, c'était assez compliqué. Justement, il n'y avait pas de dirigeant, le mec qui t'appelle et tu dis fais-moi un bouquin. C'était justement pas comme ça que ça marchait. Et donc, on a décidé de faire une anthologie de gens qui étaient en soutien des Gilets jaunes. Ça a été très difficile de trouver des écrivains. Et à Paris, et je peux pas dire les noms, mais même des gens de gauche, mais qui ont dit... le peuple est trop sale, quoi. Le peuple n'est pas bien élevé, le peuple est macho, le peuple est facho, le peuple est mal élevé. Et ça me faisait penser à Marie-Antoinette, en fait, et à un dessin de Martin Véron vachement drôle. Il y a quelqu'un qui dit à Marie-Antoinette le peuple n'a plus de pain, et elle lui dit qu'on lui donne de la BD. Le peuple ne sait pas lire, qu'on lui donne de la BD. Vous savez, en référence à le peuple n'a rien à manger, il n'a plus de pain, qu'on lui donne de la brioche. Et bref, c'était très... Et donc, on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. On l'a vu, par exemple, je vous disais Angela Davis. Moi, quand j'ai commencé à acquérir les droits d'Angela Davis, mais dans l'édition, tout le monde se foutait de moi. Non, mais laisse tomber, mais Angela Davis, mais c'est has-been. Et d'ailleurs, toute idée révolutionnaire était dans les années 80, dans les années 2000, le début des années 2000. Donc, le décalage du regard, il est très important. Et on le voit, par exemple, autour de la question du vote Front National. Je dis Front National parce qu'on a fait un livre il y a 15 ans sur les raisons du vote Front National en Camargue. Nous, on est dans le Gard, donc 5 députés sur 6 sont RN, et on a vu le Rassemblement national monter plus vite, puisque c'est le premier département, enfin c'est un des emblèmes,
enfin 60% des électeurs votent RN chez nous. Et donc on a fait un livre dès 2015 sur les raisons du vote RN et on a expliqué la France périphérique, l'appauvrissement de la France et la disparition de la République et des services services publics, enfin des lycées, des écoles, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en expliquant, c'est pas la Camargue qui est fasciste, toute la France va être concernée comme ça, voire toute l'Europe. Bref, donc je pense que la décentralisation, ça permet, en fait, c'est un véritable avantage sur le plan par rapport à ce Mundillo de l'édition et ce monde du livre qui est très bourgeois et très parisien et très centralisé. Ça permet un décalage de regard qu'on expérimente tout le temps, c'est-à-dire que pour nous, des textes qui sont absolument normaux, et je dirais même, par exemple, des textes de bordage, c'est-à-dire d'auteurs qui pour nous ne sont pas du tout transgressifs, apparaissent en fait comme très transgressifs, et au bout de 25 ans, le diable a souvent une image transgressive, alors que on publie Bukowski, c'est vrai qu'on publie une littérature qui peut être assez prolétarienne, elle est celle du monde entier, c'est pas une littérature de marge, et pourtant on peut apparaître comme marginaux, et on est marginaux par rapport à un discours qui me paraît très décalé et très bourgeois, et lui complètement en marge de la société. Et nous, on est au cœur de la France, en fait. Bon. J'ai encore été trop longue. Ah non, pas du tout. Là, du coup, une question pour les auteurs à laquelle Marion pourra compléter ensuite. Comment vous définiriez, du coup, vous, la ligne éditoriale du Diable ? C'est marrant, on en parlait hier à l'apéro avec monsieur Battaglia. C'est vrai, enfin, du coup, je prends le micro, mais en fait, c'est pour dire que j'ai pas grand-chose à dire sur la question. Je sais pas vraiment la définir. C'est plus toi, Marion, qui pourra en parler. J'ai l'impression que c'est à la fois des bouquins qui ont une haute valeur littéraire, en tout cas aux yeux des gens qui les publient et peut-être aux yeux des lecteurs, qui ont des trucs à dire sur le monde et qui sont parfois un peu perchés quand même dans la forme ou dans la narration. Tu parlais des éditions de minuit pour la littérature populaire. Moi, je dirais que c'est un peu les éditions, un mélange des éditions POL et du Fleuve Noir, dans l'idée de toucher un maximum de monde en disant en racontant des histoires qui sont pas forcément d'un abord facile, mais en faisant en sorte qu'elles puissent toucher tout le monde. C'est peut-être un peu ça l'idée. Ouais, pour moi, culture pop, quoi. Je pense que, le truc, c'est que ça fait quoi, ça fait 1 an qu'il y a une collection au Diable Vert. La collection nouvelle. Ouais. Il y avait aussi à 20 ans, tu sais, avant. Ok. Enfin, ça fait Oui, voilà. Enfin, Diable Vert, c'est pas une maison d'édition qui opère comme moi toutes celles où j'ai publié, où il y a des collections et tu sors dans une collection et donc de base ton bouquin il est situé quelque part. Et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu joué, enfin sur le cycle, nous on a vachement joué sur le fait que c'était, alors il y a eu des gens pour qui on a dit c'est de la fantaisie et d'autres gens qui connaissaient pas la fantaisie à qui on a dit c'est de la littérature. Du coup de jouer un peu sur ces deux plans là. Ouais, c'est ce que tu disais en fait, Christophe, c'est de faire du texte qui essaye de s'adresser au plus grand nombre, mais en passant un peu par des chemins de traverse, avec toujours un côté un peu weird ou décalé ou autre ou différent, quoi. Du coup, pour répondre à la question, c'est peut-être justement l'incroyable diversité des publications du Diable Vert qui donne son homogénéité d'ensemble à la maison, quoi. Oui, moi je pense qu'il y a un mot qui marche très bien, qui a utilisé Marion tout à l'heure, c'est punk. Je pense que vraiment la somme de ces œuvres, c'est des œuvres, c'est toujours difficile de le définir de manière précise, mais on est vraiment sur une littérature qui va chercher l'alternatif, l'underground, qui est effectivement intersectionnel au sens le plus large du terme, dans le sens où, comme Patrick, moi Fragile, en fonction de la librairie dans laquelle vous allez je vais être en littérature générale, en imaginaire ou en polar. Et donc cette absence de cases, ce rapport très généreux, très inclusif à la littérature, et très politique évidemment, c'est ça qui fait la marque de fabrique, l'ADN du Diable, et c'est pour ça qu'on y est si bien d'ailleurs. Il y a peut-être aussi autre chose qui est peut-être moins perçue par les lecteurs, mais c'est aussi une maison d'édition qui, une fois qu'elle s'attache à une autrice ou un auteur, va le suivre contre vents et marées. Moi, je sais qu'en ce moment, je publie des bouquins qui sont plutôt rattachés au polar ou à la SF, mais si je débarque avec un recueil de poésie, Marion me dira, si elle le trouve bien, hop, on le fait. Et ça, c'est aussi
Ça, c'est aussi très important pour les autrices et les auteurs, évidemment, d'avoir le sentiment d'être dans une sorte de famille, dans un endroit où on va pouvoir tout expérimenter, tout écrire, tout tenter, indépendamment d'ailleurs, dans une certaine mesure, des chiffres de vente et indépendamment de l'image que peut avoir l'autrice ou l'auteur. Donc c'est vraiment... Et ça, je ne sais pas si les lecteurs et les libraires s'en rendent absolument compte, mais en tout cas, du point de vue des auteurs et autrices, c'est vraiment très important. Et j'en profite pour te dire que j'ai un manuel de cuisine, de recettes queer en alexandrin. Ouais. Et avec des passages en latin par ailleurs. Ouais. On a un auteur qui est en train de... Grégoire Hervier, qui n'a rien écrit depuis longtemps, et il est en train de faire visiblement une espèce de thèse sur les dentistes et le cinéma. Donc, vous voyez, alors celui-là, j'ai un peu tressailli. J'ai dit ça, je suis pas sûre, parce que dentiste et le cinéma, parce qu'il est dentiste. Hein. Et donc, voilà. Bon, là, donc, on a quand même quelques limites dans la. Je sais pas, j'ai pas encore vu le manuscrit. Je me dis sur un sujet comme ça, autant c'est une œuvre post-moderne absolument géniale. J'en sais rien. Donc, moi, ce que je voudrais. Tu as parlé de Paul, effectivement, Minuit. Paul, pourquoi j'ai dit Minuit tout à l'heure? Parce que c'était une maison qui suivait ses auteurs, parce que c'est une maison résistante, parce que c'est une maison qui a été capable d'ailleurs de résister jusqu'à entrer en résistance, c'est-à-dire en clandestinité, et qui suivait ses auteurs de la même façon, et qui était capable de publier des revues, des romans, du théâtre, et des auteurs difficiles, Weird à l'époque où cet éditeur les sort, et puis qui ensuite deviennent des très grands, qui ne sont plus du tout Weird, qui sont des grosses ventes, hein, Beckett, enfin je sais. Bref. Et POL, oui, Paul par exemple, ça a été pour moi une grande référence éditoriale. Et c'est peut-être ça qui m'a guidée en fait. Paul, c'était quelqu'un qui disait, qui publiait les romans, qui publiait les écrivains, qui déplaçait les lignes de son paysage littéraire. Et je crois que je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que moi je publie, je tombe en amour pour un texte ou pour un auteur, en fait, quand ce qu'il écrit, je l'ai jamais lu. Et je pense que c'est un bon principe du point de vue de l'écologie d'ailleurs. Et même du point de vue de la littérature, parce qu'en ce moment, il y a une survalorisation de l'écrivain qui est absolument terrible. Bon, c'est normal, l'écrit est au centre de la société, donc, et amplifié par les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, c'était la musique dans les années 70, aujourd'hui, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, en France en particulier, en écrivant, on passe à la télé, c'est un truc à statut, éditeur, c'est devenu mieux que psychanalyse, quoi, si vous voulez. Et donc, il y a une survalorisation un peu insupportable qui est liée à l'expansion du marché. Et moi, je pense qu'en fait, non, on n'a pas besoin tous d'être écrivains. Autant épargner les arbres si c'est réécrire un truc qui a déjà été écrit 150 fois. Donc, il y a effectivement des segments de l'édition. Les livres me tombent des mains. Déjà, quand je lis une phrase, je sais déjà comment elle va s'achever avant même qu'elle soit finie. Le livre me tombe des mains. Quand je lis un système syntaxique qui est totalement académique, et à ce moment-là, autant relire le 19e. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, comme éditrice, je n'ai pas conscience de choisir des textes extrêmes ou différents. C'est seulement que si je lis un écrivain que j'ai jamais lu, si je lis une voix qui me fait tomber à la renverse, ou des accents, une combinatoire des mots, quelque chose qui est simplement une surprise, alors oui, ça m'intéresse. Et il me semble que d'ailleurs tout artiste, quand il commence, quand il démarre, dans quelque domaine qu'il soit, il est forcément transgressif. Sinon, il ne fait que répéter ce qui a déjà été fait. Et donc oui, ce qui m'intéresse, c'est des textes qui vont être taxés de... Et c'est justement ce que fuit l'édition industrielle. Parce que l'édition, c'est une activité, c'est une économie du risque. À chaque fois, 90% de votre programme, vous ne savez pas du tout comment il va marcher, même si c'est le second livre d'un écrivain, quand vous démarrez votre année. Donc, l'édition industrielle qui doit absolument sécuriser ses résultats parce qu'elle a des centaines de salariés, etc. On ne parle même pas de Bolloré, Antoine Gallimard ou Actes Sud ont la même problématique. C'est comment tu fais pour avoir un chiffre d'affaires maintenu et financer tes salaires, etc. Donc, tu ne peux pas prendre trop de risques. Déjà, tu es dans une activité qui génère du risque. Donc, ne pas prendre trop de risques, c'est rapprocher une économie de l'offre d'une économie de la demande. Donc, se mettre à faire tous de la romantésie, si c'est ça qui marche, ou des histoires de vampires, si c'est ça qui marche, ou du roman machin, ou si tu as eu un succès, La femme de ménage, alors vous allez voir que ça va déferler. Et de la même... Donc, imiter les recettes. Et le diable, c'est juste le contraire.
Moi, c'est juste le contraire. Donc, c'est beaucoup plus écologique parce qu'on ne produit pas pour produire, pour s'intégrer à un système marchand, capitaliste, dans la littérature qui est exactement le même que dans les biscuits. C'est-à-dire, vous allez au rayon biscuits du supermarché, vous avez le même biscuit sous 50 000 emballages différents. C'est pareil avec les livres. Alors, le diable, de toute façon, un indépendant ne peut pas rivaliser avec l'économie industrielle. Donc, je pense qu'un indépendant ne peut vivre que s'il apporte quelque chose de nouveau. Donc, de ce point de vue, ce que je dis, très modestement, ça peut concerner d'autres éditeurs indépendants. Il n'y a pas que le diable, quand même. Mais voyez, et particulièrement au diable, pour moi, ce qui me concerne. Et alors après, mon paysage littéraire, il a commencé avec Homère, puis même les grands textes et tous les contes... des légendes français ou d'autres pays, parce que j'en ai beaucoup lu petite. Donc, si vous voulez, c'est ça la littérature. Puis ça commence avec les grands textes mythologiques. Donc, qu'est-ce qui peut surprendre ? Vous en avez un exemple sur cette table, et c'est vrai que vous en aurez un exemple dans le catalogue du diable. On répète jamais la même recette. Et puis après, un artiste accompagné si vous aimez un créateur, que ce soit en littérature ou ailleurs, évidemment, vous accompagnez son œuvre. Sinon... à quoi on sert ? Franchement, je pense que c'est pas la peine de tuer les arbres et on fait de la production. On s'insère dans un système de consommation. Et donc, la seule légitimité qu'on ait dans ce système, c'est d'apporter quelque chose au monde et pas de creuser le trou qui peut tous nous ensevelir si on y prend garde. Enfin, voilà. Du coup, pour les auteurs, comment vous êtes arrivés au Diable Vauvert chacun ? Et Marion, si tu as un mot à dire, je sais pas, de pourquoi tu les as choisis. On a passé un casting, en fait. Et belle, par ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors si, il faut dire qu'il y a quelque chose aussi d'important pour rebondir sur la question qui était est-ce que ce serait différent si c'était à Paris ? Oui, il y aurait quelque chose de très différent pour moi, mais pour beaucoup d'autrices et d'auteurs du Diable, c'est qu'il n'y aurait pas les résidences d'écriture de la Laune, puisque le Diable Vauvert, les locaux sont dans une ancienne école communale paumé vraiment, on est aux frontières de la Camargue, c'est-à-dire que de la fenêtre on voit des cyprès, des chevaux, des taureaux et des moustiques. On voit beaucoup de moustiques surtout, beaucoup. Et du coup voilà, et les locaux du Diable sont installés au rez-de-chaussée et au premier étage il y a 2 studios. Moi c'est comme ça que je suis arrivé au Diable, alors que je commençais à écrire mon premier roman mais qui n'était pas adressé au Diable, que je travaillais plutôt avec un autre éditeur. Et une association qui s'appelle les Avocats du Diable mettent à disposition des autrices et des auteurs, mais encore une fois, pas uniquement de la maison, pour des résidences de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc. Moi, j'ai écrit les 2 tiers de Fragile en résidence. Je suis en train d'écrire le prochain là-bas, et ça, c'est un espace d'un luxe et d'une qualité, parce qu'on est complètement indépendant. Hein, c'est des studios autonomes, mais on a cet endroit superbe pour écrire. Et puis voilà, moi j'ai commencé le roman. Marion avait lu quelques nouvelles de moi. Et puis elle a commencé à jeter un œil sur le roman. Elle m'a dit pop, tu viens chez moi. Et je suis je suis très content parce que le Fragile, c'est un roman pour le coup qui est, je pense, assez représentatif de l'ADN du Diable dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est un roman politique, dystopique, d'anticipation, un peu énervé, féministe. Donc tout ce qui est le Diable. Ça ne pouvait pas être. Je pourrais pas être dans une meilleure maison d'édition, sincèrement, par rapport à ce que j'écris. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, après avoir fait Fragile, qui a rencontré un public assez nombreux et dont on est assez content, la logique aurait pu être, ou d'un autre éditeur, de dire tiens, tu veux pas me faire une suite, ou tu refais-moi un peu d'anticipation, c'est bien. Pas du tout. Mon prochain bouquin sera un bouquin d'horreur, dans un style très très différent. Et je pense que si j'avais dit à Marion, je vais faire la suite de Fragile, elle m'aurait dit t'as pas autre chose ? Alors justement, j'ai un petit dictionnaire amoureux des poils pubiens qui est dans que j'ai écrit déjà, dont je voulais te parler. Non, ça c'est pas en Alexandre. C'est écrit uniquement avec 1,5 g d'alcool dans le sang à chaque fois. Ouais. Bref, donc voilà pourquoi j'y suis. Et puis voilà.
Moi, mon histoire avec le diable remonte à loin, puisque j'avais envoyé mon premier manuscrit au diable en 2005 ou 2006, dans ces eaux-là. La maison ayant été fondée en 2000, donc ça fait un moment. Qui, si mes souvenirs sont exacts, avait été apprécié par Marion, mais elle avait jugé qu'il serait trop compliqué à faire parce qu'elle voyait ça comme un recueil de poésie, format beau livre, avec des illustrations, etc. Finalement, c'était un roman porno qui est sorti à la Musardine. Et ça en dit long aussi sur le regard subjectif de chacun. Mais j'avais encore le diable en ligne de mire. Et j'avais plus trop envoyé de manuscrits pendant un certain temps parce que j'étais pris par des éditeurs de micro-édition. Enfin, j'étais bien dans ce moment-là de mes publications. Et j'avais finalement fini par écrire un énorme manuscrit de science-fiction, polar science-fiction, un peu raté, un peu boursouflé, qu'à peu près tous les éditeurs que je connaissais de près ou de loin avaient lu, dont Marion, qu'il avait, comme tout le monde, refusé parce qu'il était un peu raté et un peu boursouflé. Mais ce que je savais pas, c'est que depuis tout ce temps, elle lisait ma newsletter, les poèmes que j'y publiais, des diverses choses, et qu'elle s'intéressait de loin à mes trucs. Ouais. Et que donc, de fil en aiguille, on a fini par se rencontrer, par décider de travailler ensemble. Et pour revenir à ce que tu disais, le premier bouquin que j'ai sorti à la Musardine, que j'ai sorti au diable, c'est Métaphysique de la viande, qui est la réédition de 2 bouquins plus anciens, qui est jusqu'à présent ma meilleure vente dans la maison. Et au lieu effectivement de me proposer plus ou moins lourdement, comme auraient pu le faire d'autres maisons, d'écrire de l'horreur et de l'horreur gore et graphique pour maintenir mon image et mon public, quand j'ai proposé une saga en 20 volumes dans une ville fictive post-soviétique, elle m'a dit « Allez, super ». Ce qui est pareil, n'arrive nulle part. Enfin, aucune personne censée dans l'édition ne fait ça. Non, je rigolais qu'une personne censée dans l'édition. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça a été la même avec moi. Hein. Quand tu m'as appelé pour me dire oui, je me souviens plus comment tu avais formulé le truc, mais en gros, donc il y a une suite. Moi, j'ai dit oui. Il te faut combien de temps pour écrire la suite? Je t'ai dit 2 ans, et tu m'as dit il te faut combien d'argent pour vivre pendant 2 ans? Moi, je savais, genre, qui est cette personne? Voilà. Est-ce que c'est un fake? Bref, alors nous, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés via Hélène, via une copine en fait. Donc, je sais pas si je vous fais la version longue en fait. Allez. Donc, la version longue commence à 4h du matin. Où mon directeur de collection de la maison de la collection Territory, où j'ai publié 2 romans avant d'arriver au diable. Enfin, moi, je suis pas du tout ma première maison d'édition, c'est ma 5e maison d'édition. Et donc, j'ai tout un petit parcours littéraire avant qui n'a aucun rapport avec la fantasy. Et donc, à 4h du mat, Cyril Herry, qui est par ailleurs auteur, m'envoie un mail un peu bourré pour me dire qu'il vient de me créer un profil Facebook. Et donc ça, je sais pas, je pourrais pas vous dire en quelle année c'était, mais que peut-être ça pourrait me servir, parce qu'à ce moment-là, je sortais juste d'autosuffisance. J'étais un peu genre, j'avais pas de. Ça, c'est une concession que j'ai fait en gros au moment où tu m'as publié, mais j'avais pas de téléphone portable non plus. Bref. Et du coup, j'ai dit que je l'utiliserais pas, ce qui était un mensonge. Et je me retrouve à côtoyer cette personne sous pseudo, dont je découvre des années plus tard qu'il s'agit de Hélène Ramdani, qui est quelqu'un qui a eu sa petite place dans le milieu de l'imaginaire des années 90 en gros, 2000. Ok. Elle a été directrice de collection chez Mnemnos enfin bref, on s'en fout. Elle a eu sa propre maison d'édition aussi. Et donc moi j'avais ce manuscrit, L'Enfant de poussière, sur lequel j'avais taffé, qui s'appelait d'ailleurs pas L'Enfant de poussière. À ce moment-là, on savait pas comment il s'appelait. On savait pas. J'avais taffé là-dessus en fait entre l'écriture des 2 romans que j'avais écrits chez Territory, qui étaient mes premières commandes de la part d'un éditeur machin, autant
pour le coup en noir j'étais plutôt installé, autant le milieu de l'imaginaire je connaissais pas du tout. Donc j'ai demandé à Hélène, est-ce que tu peux lire ce manuscrit, est-ce que tu peux me dire si ça vaut quelque chose, est-ce que tu peux genre et si oui, genre t'as des adresses, enfin t'as une idée de qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et elle me dit oui, bon je vais essayer. Elle a une maladie neurodégénérative qui l'empêche de se concentrer sur des longues périodes et tout. Donc elle était un peu dubitative, mais par amitié, elle a fait ça. Et du coup, elle se met à publier sur Facebook des statuts comme genre oh là là, tomber sur le manuscrit qu'on aurait toujours voulu publier alors qu'on est à la retraite, que c'est rageur. Ou oh là là, c'est mieux que Robin Hood ou que machin. Donc moi, j'étais le seul qui savait de quoi elle parlait, donc je suis là, ok, ouais. Et du coup, tout le monde était là, mais c'est quoi et tout. Et donc, elle suscitait un peu d'intérêt comme ça. Et à la fin, elle me recontacte, elle me fait bon, Patrick, c'est génial, j'adore. On va on va faire le tour de toutes les maisons d'édition. Si personne en veut, je sors de ma retraite, je remonte une maison d'édition, on va publier ce texte. Ok, bon, intense. Et donc elle m'a fait, et du coup j'ai fait, ok, c'est quoi le plan, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me fait, on va d'abord contacter Marion Mazurik au Diable au Vert. Et moi, à l'époque, clairement, je voyais pas trop le rapport avec ce que je venais d'écrire, parce que pour moi, en fait, vous publiez pas de fantaisie, donc voilà. Donc elle a eu le nez, quoi, et puis elle t'a refourgué le manuscrit. Et puis pas de nouvelles. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais parti pour refaire un bouquin chez Territory. J'avais pas trop d'inquiétude par rapport à mon avenir d'écrivain. Mais du coup, j'avais dit à Cyril Herry, la même personne responsable de la création de mon truc Facebook, que j'étais peut-être à l'étude chez Le Diable. Et à l'occasion du Salon du Livre de Lyon, maire de Quai du Polar. Cyril, il va te voir la veille pour te dire « Ah, apparemment, tu es en train de lire un de mes auteurs et tout. » Et toi, tu as dit « Ben non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. » Et donc, il est venu me voir le soir même en mode « Mytho, t'es pas du tout à l'étude chez Le Diable. » Et moi, je sais, mais bon, et en fait, t'es venu me voir le lendemain et je me souviens, donc, moi, je vois pas du tout qui c'est Marion Mazurik, donc il y a cette personne qui s'avance vers moi alors que je suis en train de dédicacer et qui me dit « Ah, mais c'est toi, Patrick ?» Et je fais genre « Ouais ». Et elle me fait « Mais je croyais que tu avais 65 ans. » Et moi, je lui dis « Ben non ». Et du coup, elle se présente et là, je comprends le truc, ok, d'accord. Et je sais pas pourquoi elle s'était mis en tête que j'avais 65 ans. Donc, je soupçonne que ça a peut-être pu influer derrière sur le fait qu'elle ait eu envie de me publier, vu que j'allais pas faire une crise cardiaque au milieu du tome 4. Voilà. Et du coup, 2 semaines plus tard, tu m'as appelé et puis voilà. Puis tu m'as dit ces choses assez incroyables dont je suis toujours pas revenu. Et depuis, c'est une affaire qui roule. Il faut que je précise 2-3 trucs quand même. Oui. Moi, je précise, Patrick, que moi, elle m'a forcé à ouvrir un compte Instagram. Ah ouais? Donc ouais, et j'avais résisté jusqu'à présent et voilà, maintenant je suis intoxiqué. Non, les rencontres en fait. Par exemple, Nicolas Martin, je le connaissais depuis très longtemps puisqu'il était l'animateur célèbre et très impressionnant vu du diable de la méthode scientifique. Je dis très impressionnant parce que nous, les médias parisiens, c'est évidemment des choses qui comptent énormément pour tous les livres qu'on publie, les auteurs, etc. Et donc, c'était quelqu'un, Nicolas, qui parlait de SF dans un univers médiatique où personne n'en parlait. Donc, être invité, et je l'ai été quelques fois par lui à la méthode scientifique, c'était pas rien. Et l'écouter chroniquer des bouquins, enfin, tout ça était important, donc je le trouvais déjà assez génial. Je crois que je suis pas la seule, puisqu'il avait quand même des fans chez tous ses auditeurs. Et j'avais eu la chance donc d'aller sur son plateau et de mesurer un peu l'individu. Et donc, ensuite, j'ai lu ses nouvelles. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai lu les premières pages de son roman dont il m'avait parlé, dont j'avais entendu parler par le Bélial, qui est l'éditeur avec qui il bossait et qui sont des amis proches, et en fait, son livre, il était complètement fait pour la maison, parce que c'est justement ça, l'ADN de la maison, de ne pas s'occuper de catégories de genre qui sont en fait des catégories marchandes, comme dirait James Morrow, qui sont des catégories
ou comme Gunsig l'a très bien décrit, l'invention du monde par Dieu comme un supermarché avec la taille des linéaires et tout. Donc lisez ce livre, Manuel de survie. C'est dans Manuel de survie ou c'est dans Manuel de survie? L'intro est absolument géniale. Bon, ça explique bien ce que sont les genres en fait, c'est-à-dire des catégories marchandes. Et l'art, c'est pas une catégorie marchande, c'est forcément mélangé, mixte. Enfin, vous voyez, on revient à Homère, comme ça nous donne des repères définitifs sur ce que c'est que l'impossibilité de catégoriser les œuvres. Et donc, quand j'ai lu et que j'ai entendu parler de Fragile, évidemment, c'était un livre fait pour le diable, parce qu'on est la seule maison à l'époque qui est résolument transgenre, qui s'en fout des catégories et qui peut publier un livre qui est à la fois, effectivement, où on entend l'influence de Stephen King, l'influence du cinéma dans la structure même des mots, et donc qui est très très moderne du point de vue de sa nature narrative, et alors du point de vue de son genre, c'est totalement queer, c'est à la fois un polar, effectivement un thriller, un roman de SF et un roman très politique et un roman féministe, et bon bref, il y a des portraits de femmes dedans. Donc, moi, j'ai créé une maison pour publier des œuvres comme ça, des œuvres hybrides, parce que les œuvres sont forcément hybrides, et notre génération, nous, là, on est forcément hybride, parce que dans notre paysage, on a Astérix, et puis Le Seigneur des Anneaux, et puis etc., et Balzac, et Zola, et tout ça est en nous, donc on n'est pas segmenté comme un supermarché. Donc, Nicolas, évidemment, je vais sauter dessus, et d'ailleurs, qu'ils viennent... c'est pas une stratégie, mais le fait qu'ils viennent en résidence, c'était déjà... Non, mais... Bon, voilà. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui viennent de loin. Et Christophe l'a dit, c'est pareil, moi, Construct, donc il a commencé cette lettre, je ne savais même pas derrière que le mec qui faisait ça s'appelait Christophe Siebert. Pour moi, c'était Construct. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé abonné à ça, d'ailleurs. Moi, il s'appelait Construct, le gars. Hein. Donc, je suivais la poésie de Construct, qui était génial, qui était totalement matérialiste, prolote à la Bukowski, en même temps dans une forme totale. Voilà, c'était une voix de poète d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est vrai, il serait arrivé avec ses poèmes, il était publié tout de suite. Et même avec ses micro-livres. Mais lui, il s'est senti obligé d'écrire un espèce de truc. Ouais. Non, parce que pendant ce temps-là, il est devenu l'écrivain qu'il est aujourd'hui, assez fou pour inventer Merdek-Gorod. Et d'ailleurs, tu ne serais pas arrivé si tu n'avais pas fait ce premier roman qui était en fait impubliable parce qu'il était sous une espèce de cancer, enfin proliférant, sans organisation, mais chaque page était formidable. Donc, pas publiable, mais formidable. Et c'est comme ça qu'il fallait publier Siebert. Et d'ailleurs, je me souviens d'Emmanuel Pierrat disant, l'avocat qui avait fait les contrats droit du cerf avec Ayerdal, me disant, Marion, maintenant... Si tu publies pas Siebert, personne ne le fera. Et je lui dis, mais tu as tout à fait raison. La question, c'est de trouver le texte. Et c'est pour ça qu'on est allé. C'est là qu'il me dit, mais j'ai eu tous mes petits textes chez des micros-éditeurs. Mais pourquoi tu me les as jamais envoyés? Et donc, on a refait Métaphysique. Et Patrick, donc Hélène Ramdani, alors ça vient de loin et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, le hasard n'existe pas, puis il faut lire Bourdieu, puis voilà. Hélène Ramdani, c'est une femme géniale, que moi je considère comme une femme géniale, vraiment, qui m'a toujours beaucoup impressionnée, que je connais depuis très longtemps, qui avait créé une maison d'édition formidable qui s'appelle Le Navire en pleine ville. Et qui était une maison qui avait un positionnement un peu comme Le Diable Vauvert, mais dans sur un positionnement young adult qui n'existait pas encore en librairie. Donc si vous voulez, la pauvre, elle était précurseuse x2, quoi. Donc le young adult n'existait pas encore comme segment en librairie, et elle faisait du Diable Vauvert dans le young adult. Alors la pauvre, elle était... Et d'ailleurs, c'est des expériences qui ont servi à la création du Diable. C'est-à-dire que moi, j'ai très bien compris que cette maison, si elle n'était pas financée comme une start-up au capital par des mécènes, qui pouvaient défiscaliser les sommes, leurs impôts et tout ça, on perdrait de l'argent. Je savais qu'on perdrait de l'argent pendant des années, qu'il fallait financer le développement d'un catalogue comme ça, qui ne produirait que sur le long terme. Et donc, Hélène, elle a été... Enfin, voilà, j'ai beaucoup parlé d'édition avec elle. Bon, en plus, elle est d'une famille, enfin, c'est une fille qui a été nourrie par la pensée philosophique et critique, et puis qui a une culture extraordinaire. Enfin, c'est une femme que je trouve extraordinaire, voilà, point. Puis après, elle a été malade, elle a dû arrêter ses activités éditoriales. Le Navire en pleine vie s'est cassé la gueule, ce qui n'est jamais... quand un indépendant se casse la gueule, bon, vous savez, il y a... Ce qui est formidable, c'est de ne pas se casser la gueule, parce que la logique... Moi, Bouvet m'avait appris ça. Il y a 70% des éditeurs qui se créent qui sont morts 3 ans après. Et ça, c'est vrai depuis 40 ans.
Donc, si vous voulez, c'est ne pas mourir qui n'est pas la norme. Mais mourir, c'est la norme sans que vous ayez fait des conneries. C'est vraiment dur. Et les moutons électriques, de ce point de vue-là, et de toute façon, des erreurs, on en fait tous. La question, c'est qu'on n'a pas le droit à plus de 10% d'erreurs, sinon on est mort. Bon, bref. Et alors, Patrick, pourquoi j'ai été... évidemment, je suis... Bon, on tombe un peu amoureux de ces auteurs hein, dans l'édition, ça tout le monde avait compris. Donc, si vous voulez, il y a eu x2, parce que moi, quand j'ai lu ce manuscrit qu'Hélène m'a envoyé, alors d'abord, il y a une histoire, il faisait 700 pages. Il était présenté, il n'était pas composé au sens... c'est-à-dire que c'était des pages de 4000 signes à la page, vous savez, complètement tassées, sans marge, sans interligne, etc. Et sans folio, sans numérotation de pages. Et je commence à lire ce manuscrit, je m'en souviens très bien. Ouais. Donc et il y avait des espèces d'exergues au début de chapitre, mais rien n'était numéroté. Je commence le livre, donc Hélène me dit c'est formidable, c'est mieux que Robin Hobb. Donc quand même, moi j'avais publié Robin Hobb chez J'ai lu. Hein. J'ai passé 15 ans chez J'ai lu, donc j'ai quand même publié des très grands. Et donc Robin Hobb, mieux que Robin Hobb. Puis elle me dit rien sur le mec qu'elle connaissait d'ailleurs à peine, hein, visiblement. Et je me souviens, dans l'ordre, vous savez, vous avez Quai du Polar, puis vous avez la Foire de Londres derrière, en fait. Et je commence... Non, il y a la Foire de Londres et Quai du Polar derrière. Enfin, je ne sais plus bien, mais je commence le manuscrit que j'avais imprimé, mais donc sans numérotation et tout. Puis à cette époque-là, je devais faire du vélo, de la rééducation sur vélo de genoux, quoi. Bon, bref. Et donc, je lisais sur mon vélo d'appartement et évidemment, le manuscrit se casse la gueule. Et là, impossible de le remettre en forme. Mais impossible. Pas de numérotation, des pages. Et j'avais lu les premières pages et je trouvais ça extraordinaire et je me disais, mais comment, qui a écrit ça? Voilà. En fait, quand j'ai commencé l'enfant de Poussière, je me disais, mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça sous pseudo, quoi? Quel est le type qui a écrit ça? Et j'ai essayé de réfléchir. Bon, c'était pas Heyerdahl qui venait de mourir, c'était pas Bordage, c'était pas qui ça pouvait être. Alors il y avait des choses très très maîtrisées que je voyais chez les Américains, chez des très grands, qui étaient justement cette manière de mettre dès le début le roman en abîme, en introduisant en fait un récit rétrospectif. C'est-à-dire qu'on sait dès le début par les exergues qu'en fait Sif raconte ça, mais qu'il est devenu entre-temps visiblement quelqu'un de très vieux et qui est très différent et qui a grandi. Et donc c'est ce qui fait qu'en fait on rentre dans ce roman en sachant, ce qui est un des trucs très importants dans le roman populaire, d'emblée que ça finira bien. C'est-à-dire que le personnage ne meurt pas puisque c'est lui qui raconte. Non mais donc, et ça ensuite, et puis... Oui. Non mais ça, tous les lecteurs le savent. Hein, ça, là, je dévoile rien. D'ailleurs, je ne sais pas plus la fin que tout le monde. Et donc, ça, plus les mises en perspective temporelle, enfin, tous les lecteurs de l'Enfant de Poussière et du cycle le savent, il y a ces espèces d'exergues qui élargissent l'univers. Enfin, ça, c'est une maîtrise. Et puis, tout de suite, ce début... Et très paradoxalement, c'est pas moi, ça. C'est l'apport peut-être le plus visible du comité de lecture. Mais c'est pas grave, c'est quand même toi qui l'as fait. Tu sais, comment les auteurs se construisent. Ça, c'est... Mais tu vois, et ça, c'est comment la littérature se transmet, parce que ton comité de lecture, c'est des gens qui ont lu. Donc, justement, moi, quand je me suis demandé comment ce procédé qui est hyper maîtrisé arrive... Enfin, quand j'ai vu Patrick, j'ai jamais cru qu'un mec si jeune ait pu écrire ça. Parce que si vous voulez, déjà, il y a le nombre de pages, il y a la maîtrise, et puis cette maîtrise incroyable, narrative, formelle, voilà, justement, il y a eu visiblement l'apport du comité de lecture et tout. Mais et j'étais persuadée que ce mec avait tout lu. Et d'ailleurs, la première fois que je te vois, ou pas loin, je te dis, mais t'as lu Heyerdahl, t'as lu Bordage? Il me dit, bah non, j'ai lu un Bordage, j'ai jamais lu Heyerdahl. J'ai dit, mais comment c'est possible? Heyerdahl est dans ton œuvre. Et après, d'ailleurs, j'ai compris, quand on a rencontré Stéphane Plateau, tu sais, et qu'en fait, tu m'as dit, mais moi, s'il y a un mec qui m'a influencé, c'est Stéphane Plateau. Et en fait, Stéphane Plateau, c'est un écrivain qui a travaillé avec Heyerdahl, qui a été très influencé par Heyerdahl. Et vous voyez comment la littérature se transmet à travers les gens, quoi. Et donc, quand je vois, donc finalement, je reprends le manuscrit juste avant la Foire de Londres. Et là, je vais passer 3 jours à Londres en rendez-vous avec des étrangers. Et en fait, j'étais tellement dans l'Enfant de Poussière que je rentrais, dès que j'avais fini mes rendez-vous, à l'hôtel pour lire un français. Je me disais, ma pauvre, enfin bon, c'est évidemment pas ce qu'il faut faire quand on est un éditeur normal. Et bon, bref, et je reviens de Londres, évidemment, complètement surexcité par ce texte, cet auteur, et m'attendant absolument. Et j'apprends qu'il va être à Quai du Polar. Donc je me dis, je vais le voir à Quai du Polar. Et là, quand je le vois, je me dis, mais c'est pas possible, comment... Parce que c'était il y a 7 ans.
Donc, J'avais à l'air 7 d'avoir 15 ouais, ans. il avait l'air d'avoir 15 ans, quoi. Et moi, je me dis, mais comment ce... Et donc, voilà, je lui dis, mais je croyais que tu avais 65 ans. D'où la... Parce que ça me paraissait juste impossible, un niveau de maîtrise. Bon, après, derrière, il y a le rapport à la lecture et à la fantaisie de Patrick, qui explique quand même les choses... que tu étais jeune, mais tu étais déjà plein de ce genre-là et de littérature, quoi. Voilà. Oui, puis je fais genre 10 ans de moins que ce que j'ai aussi, quoi. Ça joue, tu vois. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, j'ai 15 ans. 137 ans. Oui. 137 ans, mais tu fais On hyper va fêter ma majorité bientôt. Et si vous voulez une information assez drôle et un peu deep, c'est que, bon, on parlait de Construct tout à l'heure, en fait, Christophe et moi, sans le savoir, nous avons collaboré ensemble parce que, en fait, ça fait 20 ans parce qu'au début des années 2000, il y a un outil qui s'appelle Blogger qui sort et je me dis, tiens, c'est rigolo. Et avec un ami à moi qui s'appelle Thomas, et je crée un truc, j'étais en train de lire Tourguenieff et je mets le titre Tourguenieff ce héros. Et j'invite des potes et on fait un petit blog, tu vois, d'écriture collaborative, sans prétention, un peu rigolote, un peu absurde, un peu poétique, un peu punk, enfin bon, voilà. Et ce blog a une histoire assez dingue parce que au bout d'un mois et demi, on a une idée un peu con, on dit tiens, on va faire une semaine spéciale et ce sera la Semana Mass Porno. Et donc pendant une semaine, on publie que des textes érotiques, enfin des trucs un peu décalés, machin, etc. Et d'un seul coup, l'audience du blog explose. Parce que on a des retours de moteurs de recherche, genre, mais des trucs glauques, hein, genre petit garçon qui mange la bite d'un cheval et ça arrive sur notre site, on est là, genre mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a attiré Construct. et d'un seul coup, on voit ce mec qui arrive et qui commence à spammer le blog et à publier 19 textes par jour. Et avec Thomas, on est là, genre mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Et je savais pas du tout. Et du coup, moi, je fais pas le lien avec Christophe Siebert et je sais pas comment est-ce qu'on s'en est rendu compte. Je sais pas comment on a fait le lien. C'est moi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était vraiment une imposture totale, ce blog, c'était une imposture totale, mais on générait tellement de trafic qu'on avait été à un moment donné dans les Inrocks, les 50 sites indispensables, culturels, à visiter en France. On était là, genre il y avait Tourguenieff, ce héros, qui était vraiment un ramassis d'alcoolos, de punk, de wannabe auteurs. Mais il y avait Grégoire Courtois, il y avait Grégoire Courtois dans Tourguenieff, ce héros, qui aujourd'hui publie à la fois de la SF et des polars sous le nom de Christian Saul, au Cartanier, la place carrée qui est remarquable. Donc voilà, il y avait un vivier d'autrices et d'auteurs chelous. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect transgenre des livres du diable. Et je me demandais comment vous adaptez ça au moment de la commercialisation, où il y a souvent besoin un peu de classer dans des rayons, par genre. Comment vous avez géré ça? Alors, au début de la maison, pendant 10 ans, on a tenu une ligne assez stricte qui était que, parce que le diable avait été créé pour faire reconnaître comme écrivain, il ne faut pas oublier en fait des auteurs qui n'existaient pas en grand format, donc il y a déjà Ayardal et Bordage, qui étaient totalement méprisés. Bon, il y avait Thomas Gunsig et puis Butler, évidemment les anglo-saxons, hein, c'est-à-dire Poppy Bright, Octavia Butler, James Morrow, William Gibson, qui sont dans le catalogue depuis le début, enfin c'est les 3 premières années, et qui n'étaient pas considérés comme des écrivains. C'était vraiment de la merde de science-fiction. Ça, faut se reporter dans les années 2000. Il y avait un mépris qui était aussi un mépris de classe, hein, évident. Et donc pendant les 10 premières années, ma volonté, mon idée, puis on était tous arc-boutés là-dessus, très straight, c'était qu'on voulait que les livres de SF soient en littérature. Enfin, que ces écrivains-là soient en littérature. Que Ayardal était un écrivain, Bordage était un écrivain, on ne voulait pas aller dans le rayon SF. Et le rayon SF, d'ailleurs, dans ces années-là, il était en pleine catatonie, hein, quand même. De toute façon, il ne fallait pas y aller aussi pour des raisons commerciales. Mais c'était d'abord une question politique, quoi. Donc, on voulait faire reconnaître comme écrivains des gens qui n'étaient même pas lus par la critique. Et on était un peu énervés. Et puis, en même temps, ces années-là ont été finalement... ça a été des années assez sinistres, hein, quand même, les années 2000-2010 pour la SF. Et puis, petit à petit, ça a commencé à redémarrer. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, bon, je vais vite, sinon... Aujourd'hui, en 2025, le rayon littérature est en train de s'effondrer, parce qu'en fait, à force de la répétition des œuvres, l'académisme, le côté cette littérature bourgeoise, qui est devenu un truc... Même des écrivains... que moi j'aimais beaucoup et que je trouve
je ne vais pas donner de nom. Camille Laurence, par exemple. Voilà, Camille Laurent. Non, mais on est filmé. Voilà. Non, mais des écrivains que j'aimais bien, de littérature blanche, on va dire, et qui, d'autres. Enfin, c'est pas très. Bon, enfin, qui finissent par s'enfermer dans une littérature du jeu et que je trouve décadente au sens où elle parle d'un monde qui est en train de s'effondrer et sans même le voir, quoi. Et avec une hypertrophie du jeu écrivant qui devient insupportable. Et ce rayon-là est en train relativement de s'effondrer, alors qu'aujourd'hui, le rayon imaginaire, enfin les rayons imaginaires, sont en train de croître. Donc évidemment, aujourd'hui, nos livres vont plutôt dans le rayon SF. Et quelque part, on a mis de l'eau dans le vin de notre discours parce que quelque part, on a aussi gagné. On a gagné une vraie reconnaissance littéraire de ces écrivains. Donc aujourd'hui, dans quel rayon on va ? Je dirais qu'on s'en fout. On s'en fout complètement. Et d'ailleurs, c'était très net pour Nicolas parce que Nicolas, on l'a placé. Alors, il y a toujours le positionnement Fnac qui est important. Hein. Tu me reprends si je dis des conneries, Nathalie, mais bon, en gros, à la Fnac, vous êtes obligé de dire c'est polar, c'est SF ou c'est littérature. Et là, ça se négocie aussi avec les responsables de ces différents rayons à la Fnac. Donc, Nicolas, lui, il a été placé en rayon littérature à la Fnac, c'est ça. Et donc, du coup, il était positionné en littérature, où on a réussi quand même à être invité dans tous les salons de littérature d'automne. Donc, il a fait Nancy, Besançon, et à chaque fois, il a signé des caisses de bouquins. Et croyez-moi, ne faites pas les salons de littérature générale, c'est atroce. Je suis tellement content d'être de retour ici, putain. Est-ce qu'on est filmé ou est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut ? On est enregistré, c'est vrai, bon, c'est pas grave. Non mais c'est parce que c'est vraiment bien qu'il y aille en même temps. Mais c'est vrai que la soirée à Nancy, dans les heures de la République provinciale, vous savez. Nancy, c'était pas le pire. Hein. Toulon, putain. Ah oui, Toulon. Oui. Toulon, je confirme. Les gars, faut pas que ça soit répété parce que sinon on sera plus invité et c'est quand même important pour l'éditeur. En même temps, Toulon, vu ce qu'on a vendu, c'est pas très grave. Hein. Ouais, franchement, les mecs ils prenaient, ils disaient ça se passe dans un truc d'extrême droite, c'est bien. Non, c'est fasciste. Bon, Toulon, d'accord. À la limite. C'est ça, à la limite, je leur disais, mais prenez, c'est un manuel pour voir comment ça peut marcher. Mais à la fin. Elle a raison, Nathalie, il faut infiltrer, il faut aller partout. Enfin, donc voilà, le livre de Nick. Non, alors par ailleurs, je le dis en rigolant, mais à Toulon justement, il y a, c'était pas toi, il y a une collègue à toi ou des gens qui travaillaient en médiathèque qui étaient à Béziers. Non, c'était pas à Béziers, c'était à Vitrolles, pardon. Voilà, Vitrolles, et qui sont venus en disant mais vous allez pas venir à Vitrolles. Je dirais si, invitez-moi à Vitrolles. Justement, non, parce que c'est aussi ça qui est hyper important et qui a été vachement bien qui a été passionnant la tournée d'automne, c'est que j'ai fait aussi une tournée dans le Var à Aups, à Riant, et là et dans ces salles des fêtes, dans ces librairies, dans ces médiathèques, non seulement c'était blindé, et puis c'était des gens qui viennent aussi, d'aller mener le combat dans les terres qui sont des terres perdues. Ou en tout cas pour le moment, pas définitivement, c'est aussi se compter, se retrouver, et c'était des endroits où il y avait plein de monde. Toulon c'est autre chose parce que c'est une grande ville, que c'est bourgeois, etc. Mais en fait, non, bien sûr, c'est pas du tout, il faut pas y aller. Au contraire, il faut absolument y aller. Et ces médiathécaires de Vitrolles, je leur ai dit si vous m'invitez, je viens sans problème. Et c'est important pour le coup. Donc pour en revenir aux cases et au genre, en plus c'est fluctuant parce que c'est vraiment encore une histoire marchande. Donc aujourd'hui, on s'en fout. C'est-à-dire que, et je pense avec la complicité des libraires, mais après, c'est vrai qu'on peut poser la question à Nathalie, en fait, c'est les libraires qui décident. Et le libraire décide dans sa librairie. Donc, quelquefois, il a un super rayon SF, il va le mettre là. Quelquefois, il n'a pas de rayon et il le met sur table visible. Quelquefois, et puis il y a aussi les grandes librairies où c'est le libraire qui va s'emparer du livre. Si le rayon littérature, il sera au rayon littérature. Si le rayon imaginaire, mais l'important c'est le libraire qui s'empare du livre et il le met un peu où il veut. Et en plus, de toute façon, tous ces romans, on peut les mettre au moins dans 3 rayons parce que, par exemple, même le livre de Patrick, pour moi, c'est vraiment un roman qu'on peut faire lire à n'importe qui, même non lecteur de fantasy qui en a jamais lu. Le début, on est vraiment dans la ferme Taron. Là, on est dans Dickens en fait. Et ce premier volume à hauteur de gamin, il y a du David Copperfield dans un univers historique. Cet univers médiéval, il est européen, il est très proche de nos fondations. Et l'écriture est sublime. Et d'ailleurs, il a eu un prix Young Adult à Montreuil, donc on peut aussi le mettre dans un rayon Young Adult.
Et de toute façon, c'est l'avenir de la littérature, c'est-à-dire une littérature qui nous parle du monde contemporain. Quant à Christophe, il a commencé son cycle de Mervetgorod avant la guerre d'Ukraine et de Russie. Et aujourd'hui, cette idée de cité poubelle qui est l'incarnation de toutes les maux structurels de l'Occident, de notre civilisation, elle est d'une clairvoyance absolue. Et c'est peut-être le mainstream de demain, parce que le monde est en train de rattraper Steve. Et de la même façon, William Gibson, aujourd'hui, je pense que c'est un... Alors évidemment, Matrix est passé par là. Les sœurs Wachowski, quand on lit Neuromancien aujourd'hui, et qu'on a vu Matrix et toute la déclinaison des œuvres des sœurs Wachowski, on se rend compte à quel point Matrix est sur le plan esthétique et littéraire, une adaptation stricto sensu dans l'écriture de Neuromancien, des personnages, évidemment, mais aussi de la façon elliptique de raconter. Et cette façon-là, qui était complètement révolutionnaire au moment où il le crée, aujourd'hui, la France entière et le monde entier a lu du manga. Et donc, il y a un rapport à l'ellipse très différent. Et donc, si vous voulez, c'est un roman mainstream. Et demain, c'est un roman même vintage. Enfin, c'est peut-être déjà un roman vintage dans sa lecture. Ça l'est. Bon, voilà. Et donc... Enfin, moi, je pense que le trait commun de tous les écrivains quand même du diable, c'est vrai qu'il y a ce côté punk transgressé. Ça, c'est pas faux, hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot punk? Il y a le mot populaire. On publie Bukowski, vous voyez. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi parler de vos écrivains dans le catalogue, mais Bukowski, par exemple, c'est un écrivain central ou Irving Welsh. Et c'est des écrivains centraux, et on voit bien le lien qu'il y a entre Bukowski et Irving Welsh, qui se sont même jamais rencontrés, qui est le lien du populaire, du peuple, du prolo, quoi, de la littérature prolétaire. John King qui a écrit une dystopie absolument incroyable qui s'appelle Anarchy in the USA, qui est magnifique, je vous conseille tous de lire, et qui fait le lien. On voit bien les univers de ces écrivains, combien ils sont proches en fait dans leurs différences. Ils sont proches autour de cette dimension populaire, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent pas, ils font pas du roman de bourgeois, mais du roman de tous, de tout le monde, du peuple, dans la langue de tous, donc pas une langue académique, ça c'est quand même la base, et il parle du temps présent, y compris dans ce qu'il a de plus anxiogène ou difficile. Et évidemment, on comprend pourquoi Octavia Butler, c'est l'écrivain classique de demain. Elle est complètement indispensable, même dans la question de qu'est-ce qu'il faut changer dans l'humanité pour que ça marche. Évidemment, la question des femmes. Moi, Butler, par exemple, c'est le premier écrivain que j'ai lu qui ne caractérisait jamais une femme en disant si elle était jolie ou pas. C'est-à-dire selon, comme dirait Élyse Thiebaud, son indice de baisabilité. Mais vous savez, et j'ai 65 ans quand même aujourd'hui. Donc je l'ai lu, Tu les fais pas, Marion? Non, c'est vrai parce que je m'entraîne. Et puis, vous savez, Saint-Just a dit, l'important, c'est de durer. Et puis j'ai bien compris qu'avant qu'on ait un Goncourt ou un prix, il va falloir encore 10 ans. Donc voilà, si on n'est pas emporté par une saloperie d'ici là, on tiendra le choc jusqu'à la victoire. Voilà. Siempre la victoria, siempre. Et on publie aussi Che Guevara, faut quand même le dire, dont on a repris l'œuvre il n'y a pas longtemps, et qui est une œuvre d'une modernité aujourd'hui. C'est pourquoi on fait des révolutions. Enfin, donc il y a vraiment un lien. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une vraie cohérence dans la diversité. Et tu veux pas parler un peu du rapport au libraire aussi, parce qu'en fait, c'est aussi un des éléments, pour recouper avec la question, mais moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, ou peut-être que Nathalie aussi, tu pourrais intervenir là-dessus. Mais moi, je trouve c'est ce que j'ai cru remarquer ou comprendre dans la façon de fonctionner du Diable, c'est aussi que c'est une maison qui a un rapport de terrain avec les libraires que moi, j'ai pas croisé ailleurs, en fait. Ça part vraiment, il y a une espèce de... Alors oui, il y a des trucs avec la FNAC et tout, mais il y a aussi des libraires qui publient Le Diable Vauvert, qui publient pas tel ou tel... je sais pas, peut-être que je... Je vais passer la parole à Nathalie, parce que déjà, on va partager l'effort. Mais je voudrais dire que ça n'a pas toujours été vrai, ce que tu dis, Patrick. Okay. Je vous ai parlé des 10 premières années. Quand j'allais dans une librairie, je sortais, j'avais envie de me suicider quand même. Donc on ne se suicide pas, les gars, parce que ce serait pas bien. Quoi. Il faut continuer. Mais c'était quand même... Il y a eu 15 ans, t'es arrivé après, tu vois, parce que... C'était déprimant, on n'avait pas de place dans les rayons. Et en fait, ça va beaucoup mieux aussi depuis que... Je crois qu'on fait des livres qui ont toujours plu aux trentenaires aussi. Et il y a une nouvelle génération de libraires aussi. Enfin, Nathalie, viens en parler. Allez. Il y a quelques vieux un peu sourds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport aux libraires? Alors
Non, voilà, c'est ça. En fait, de toute façon, l'important pour que le public, pour que les lecteurs s'emparent du livre, il faut avant ça que les libraires aient lu les ouvrages et les défendent. On n'est pas sur de la presse, on n'est pas sur voilà, des choses qui sont dans les papiers, dans les journaux. La pierre angulaire, c'est effectivement le libraire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est ceux qui portent les livres, c'est ceux qui vont aimer, vont avoir un coup de cœur, vont avoir envie de défendre un livre, d'accueillir un auteur. Et voilà, pour moi, c'est ça. En fait, c'est la pierre angulaire. Donc, c'est un travail de fourmi. C'est un travail très important, mais c'est vrai que c'est un travail très chronophage, qui est fait de plein de bonheur, de discussions avec des personnes qu'on sent vraiment atteintes du syndrome de livresque, c'est-à-dire du bonheur de lire et de le faire passer. Et en même temps, c'est peut-être très déprimant quand effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une adhésion. Et le libraire, c'est vrai qu'il n'y a pas... Pour le diable, il n'y a pas de zone tiède. Soit le libraire adore le catalogue du diable, et y adhère complètement, et attend vraiment qu'est-ce que ça va être les prochains livres du diable. Ou alors, il passe complètement à côté, il trouve ça trop à la marge, trop à la marge. Et donc, c'est vrai que c'est tout ce travail-là de dire, ben oui, on est à la marge, on parle des marges, parce qu'en fait, les marges, c'est pas les marges, c'est ce qui est central dans la vie. En fait, on se rend pas compte, mais la marge, c'est la vie de tous les jours de milliers de personnes, quoi. Et c'est d'essayer de juste déplacer le regard. Regarder dans un autre axe et se rendre compte qu'en fait, les livres parlent de nous. Voilà. Je crois qu'il y a un truc qui explique aussi la croissance en développement en librairie. Ouais, déjà, bon, vous voyez, on a des auteurs quand même. Il y a plus de femmes libraires. Bon, il y a des nanas aussi, elles valdissent. Hein. Je tiens à le préciser. Mais non, ce qui a peut-être changé aussi, c'est qu'il y a eu un vrai renouvellement de la librairie. Parce qu'il y avait une génération qui a vieilli et qui a été, mais un peu comme dans l'édition, hein, c'est en train de se faire dans l'édition, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une génération qui a vieilli et donc qui laisse sa place à des plus jeunes libraires et qui sont formés aussi. Il y a de plus en plus de formations à la librairie, l'INFL, enfin pas mal d'instituts. Donc ils arrivent, ils sont très formés. Comme tu dis, ils n'ont pas choisi le livre par hasard dans ce monde-là. Donc je pense que quand on choisit le livre dans le monde qu'est le nôtre aujourd'hui, ça a peut-être encore plus de sens qu'il y a 30 ans ou 40 ans. C'est évidemment pas un choix qu'on fait pour l'argent. Or, on est dans une société qui est de plus en plus dominée par l'argent. Donc déjà, ça fait du libraire quelqu'un qui, par nature, porte des valeurs complètement différentes. Et puis, il y a quelque chose de formidable chez le libraire que nous, on n'a pas chez les éditeurs. Enfin, si justement Nathalie, elle a cette vastitude du regard, parce qu'elle a d'abord été libraire pendant presque 2 décennies. 15 ans. Le libraire, lui, il a une vision très panoramique en fait sur ce qui sort et ce qui se fait. Et je pense que chez tous les libraires, même ceux qui nous lisent pas trop, on a de toute façon une image très très forte. Parce qu'évidemment, chaque livre est choisi, on fait effectivement pas comme... on n'est pas dans l'édition industrielle, bien évidemment, et dans la constellation des éditeurs indépendants, et je vous promets qu'il y en a de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, des éditeurs indépendants qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un peu capables d'avoir un fonds, de financer les auteurs, enfin de régulariser au moins, enfin d'avoir des moyens de travailler correctement, il n'y en a presque plus. Hein. Et d'ailleurs, un des vrais problèmes, ça va être la transition au moment de la retraite ou de la mort du créateur, si vous voulez, ce qui est quand même une vraie question, parce que ceux qui ont créé des maisons un peu solides, ils arrivent tous à l'âge... Alors, on est tous à peu près convaincus que quand on a créé une maison, on a vendu son âme au diable. Hein. On ne va pas prendre sa retraite. Et puis, on est très intoxiqué aussi. Mais il y a quand même un problème de passation. Et la passation d'une maison indé qui a plutôt réussi, eh ben, si elle n'a pas préparé avant ça, ça veut dire l'intégration dans les groupes. Et c'est comme ça que, de toute façon, Brajlon est déjà passé sous Hachette, que Gallmeister, c'est plus qu'une affaire d'années. Enfin, le choix stratégique est déjà fait, etc., etc. T'as dit quoi à propos de Gallmeister, Marion ? J'ai pas suivi. Ils ont été rachetés ? Ils ont des liens forts maintenant par la distribution et même capitalistique avec Hachette.
Donc, mais bon, alors moi, je pense pas qu'Oliver Gameister soit tienne les mêmes discours sur l'édition que moi. Et d'ailleurs, pour lui, la sécurité financière, le fait de gagner de l'argent est central. Pour moi, c'est de construire un catalogue, hein, et de publier des textes qui comptent. Mais de toute façon, il faut savoir qu'un indépendant qui devient un peu gros, de ce point de vue-là, la Talente, par exemple, c'est un modèle. Ils ont 35 ans, ils ont déjà prévu bien avant 40 ans. Ils sont en scope et ils sont archi solides et très prudents d'ailleurs. Mais bon, pour les autres, ceux qui n'ont pas prévu. Alors moi, j'ai une stratégie de financement je vous ai dit, comme une start-up, par du capital mécénique. En fait, l'idée, c'était d'utiliser les armes du capitalisme contre lui, tout simplement. Donc, on récupérait les impôts de gens riches. J'ai découvert aussi qu'il y avait des gens riches qui sont des progressistes, qui ne sont pas des gens qui... Alors, aujourd'hui, on le voit un peu plus parce qu'il y a justement des grandes héritières américaines qui ont fait des déclarations en disant nous, on ne veut pas être des fils de riches. Donc, vous voyez, les consciences, ça compte aussi indépendamment des milieux sociaux. Et moi, délibérément, j'ai sécurisé la maison avec du capital mécénique. Qui nous sécurise comme indépendants pour plusieurs décennies. Et après ma mort, ou ma disparition, peu importe. Non, mais c'est vrai. Non, mais n'empêche que ça, c'est fait depuis 2017, depuis la mort d'Ayardal, en fait. On avait le même âge, on était très proches. Et Jean-Paul Didier Laurent, on peut tous crever demain, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un vrai truc. Moi, j'ai une éducation protestante et communiste, matérialiste. On peut tous crever demain. Quand tu signes des contrats et que tu installes... Vous voyez, par exemple, Patrick, par exemple, c'est un auteur... Moi, je vais mourir très bien. Non, toi, tu meurs pas. Dans les auteurs, par contre, il y a une clause dans le contrat, ils n'ont pas le droit de mourir. Maintenant, ça suffit. Mais, par exemple, Patrick, il est mensualisé. Il a toujours décidé de vivre avec peu. Je peux dire un peu des choses. Complètement. Il a toujours décidé même balancer les chiffres. Voilà. Bon, il a décidé de vivre avec peu, c'est-à-dire que très peu par mois, juste pour c'est toi qui donneras les chiffres si tu veux. Et donc il a beaucoup plus de droits acquis que ce qu'on lui verse par mois. Il ne veut pas augmenter parce que pour des raisons philosophiques dont il vous parlera. Et ça veut dire que ça vous engage. Ça avait été le même cas avec Jean-Paul Didier Laurent. À un moment donné, il a dégagé 450 000 € de droits dérivés quand même. On a vendu dans 50 pays. Et il a toujours voulu garder son métier à Orange de technicien. Et pas, il s'en foutait du blé. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'il est mort d'un cancer le mois de la dernière mensualité, mais ça a duré 5 ans ou 6 ans. Et voilà, donc, si vous voulez, à un moment donné, vous prenez conscience quand vous êtes le patron et que vous êtes le propriétaire, que d'abord, vous êtes un point de faiblesse, parce que moi, je ne suis pas riche, j'ai rien. Donc, quand une entreprise croît, si le propriétaire n'est pas riche, il est un point de faiblesse par rapport aux banquiers, par rapport à tout ça, il n'y a pas de garantie. Et d'autre part, vous prenez conscience aussi que vous avez des contrats signés pour des durées longues, et que si vous arrive quelque chose, ou si la boîte disparaît, vous plantez X auteurs pour qu'en chacun 10, 15 livres. Et à qui vous devez des sous pendant longtemps, éventuellement. Et donc, pour moi, dès la mort d'Ayardal, je me suis dit, voilà, je peux crever demain comme lui, hein, parce que ça a duré 8 mois. Et donc, j'ai pas le droit de planter. Et donc, j'ai sécurisé l'entreprise avec un capital mécénique qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus majoritaire et la maison, elle durera. Et la deuxième sécurisation, c'est son équipe. Et voilà, donc... et c'est vrai que quelque part, c'est une discussion qui est indispensable pour les indépendants, hein, tous. Enfin, c'est une prise de conscience, je pense. C'est qu'est-ce qu'on fait pour durer, alors qu'on voit bien qu'il y a cette espèce de gros monstre qui vous bouffera au premier point de faiblesse et qui commence par être vous êtes trop vieux pour continuer, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est très, très important comme question, ça, la suite. Si tu veux que je parle de mon cas particulier de mensualisation et tout. Donc moi alors juste pour contextualiser ce que je veux dire, je suis pas un moraliste. Je ne crois pas du tout à l'exemplarité. Je fais pas ça. Pour dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais je pars du principe que on est généralement le reflet de son environnement, on fait tous de notre mieux. Et moi, ça m'importe de rester pauvre, je le dis comme ça, tel quel, parce que je pense qu'à ne plus l'être, on change et que j'ai pas envie moi de changer. Après, je conçois très bien. J'ai grandi dans des circonstances particulières.
ou dans une extrême pauvreté à certains moments, et j'ai pas peur de manquer, quoi, en gros. Et j'ai plein de filets de sécurité, on va dire, de l'ordre communautaire par chez moi, qui font que je m'inquiète. Enfin, je suis pas inquiet, en fait. Je sais que j'aurai toujours une porte ouverte et de quoi me bouffer, et ça me suffit, en fait. Donc, du coup, au Diable, on me mensualise, donc je touche 1000 balles par mois. Donc, avec les droits, je veux pas plus. Donc, ouais, avec les cotises, ça me revient à quoi, à 850 à peu près par mois. Et du coup, moi, déjà, pour être honnête, j'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que Marion, elle a un petit pot aussi, quoi, où tu peux investir sur des gens qui n'ont pas les ventes du cycle, et moi, je trouve ça hyper chouette aussi, quoi. Enfin, c'est aussi une position politique de faire ça. Ça veut dire que tu peux faire des trucs, et moi, je préfère que tu fasses des trucs que tu fasses pas des trucs. Donc, et vous voyez, Juan Branco, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il demande ses droits quand il en a besoin pour faire tourner, en gros, son cabinet d'avocat. Et donc, il y a eu des moments où on avait énormément de droits dus à Juan qui n'en voulait pas. Après, il en a eu plus besoin, mais il y a encore un solde positif, on va dire. Donc, je vous ai parlé de Jean-Paul Didier Laurent. Lui, ça fait des grosses sommes. Donc, si vous voulez, en fait, c'est une manière de gérer qui est une mutualisation, qui mutualise en fait les sommes et qui fait qu'on peut assurer à tout le monde. Enfin, c'est ce qui sous-tend ce système où globalement, on peut essayer. Évidemment, c'est pas forcément beaucoup, parce que c'est quand même rapporté un petit peu aux ventes, mais on essaye au maximum de faire que tous les auteurs, on puisse lui poser comment tu bouffes, comment tu vis, pas parce qu'un auteur qui peut pas manger et qui a pas un rond et qui est dans l'insécurité matérielle, or c'est une activité de précaire. Encore une fois, on n'a pas d'écrivain bourgeois dans le catalogue du Diable parce que c'est Bourdieu, il n'y a pas de hasard. Donc, vu ce qu'on publie, vu ce qu'on attend, vu ce qu'on est, on n'a pas d'écrivain bourgeois fortuné ou si peu. Enfin, voilà. Et donc, c'est ce système mutualisé qui permet d'être présent auprès de chacun. Évidemment, pas forcément dans des... Par exemple, en poésie, on a des auteurs qui sont précaires, qui vivent difficilement et qu'on ne peut pas, évidemment, régulariser plus parce que, malheureusement, on n'est pas Rothschild, on n'est pas riche non plus. Et nous aussi, il faut que la maison, elle fasse des bilans à l'équilibre. Et sinon, elle n'a plus les banques, elle n'a plus rien. Enfin, les banques, on ne les a pas beaucoup. Mais vous voyez, voilà, ce système-là est très important. Et à contrario, moi qui ai des ventes... plus faible que mes deux camarades. Je sais que le Diable, c'est des carcasses pour me trouver du taf, pour me faire travailler au comité de lecture, pour me faire travailler des concours, pour me faire éditer des bouquins des fois. Et c'est aussi vachement important pour un auteur de savoir qu'il va y avoir... Enfin, je sais qu'en cas de pépin, je peux me tourner vers mes éditions pour leur dire, écoutez, là, j'arrive pas à payer mon loyer, faites-moi bosser. Et ça va se produire. Et ça aussi, c'est très important. Bon, mais du coup, il est parti à Bucarest pour gratter sur le loyer. Les loyers sont moins chers. Merci beaucoup, on va s'arrêter là pour cette table ronde. Merci à tous et encore joyeux 25 ans à la maison. Et félicitations.